Bonjour, je m'appelle Josué et chaque semaine je t'aide à t'informer autour des questions environnementales et écologiques. Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 26 septembre au 3 octobre. Au programme de l'actu chaud de cette semaine, le gouvernement français qui refuse l'interdiction de la pêche démersale, une technique de pêche industrielle néerlandaise qui nuit aux pêcheurs français et à la biodiversité. Le gros sujet de la semaine du terrorisme environnemental avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer du Nord, ce qui a libéré de grandes quantités de méthane. Et enfin, le projet de loi de finances pour l'année 2023 de la part du gouvernement et ses implications environnementales. Trois gros sujets, j'ai décidé cette semaine de ne pas en couvrir plus pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et ensuite, direction comme toujours vers la piscine, la partie recommandations d'articles et de vidéos autour de l'environnement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le concept te plaît, ainsi qu'à la page Instagram. C'est parti! Comme toujours, nous commençons par la une de la semaine, décernée aujourd'hui à ce hors-série du Monde, Réparer la mer pour sauver l'homme. J'adore cette image presque romantique de l'homme confronté à l'immensité de la nature, qui croit la dominer, mais qui est en réalité totalement dépendant d'elle. Et personnellement, je trouve que cette une prend le problème de la bonne manière. Si nous devons lutter contre le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas par gaieté de cœur, mais bien car si nous ne le faisons pas, l'humanité s'éteindra. J'ai pu feuilleter quelques pages, on voit par exemple comment l'idée de l'homme face à la mer remonte même à Homère avec Ulysse et son Odyssée. C'est vraiment très intéressant. Et cette thématique de l'homme face à la mer, on la retrouve dans notre première actu du jour. L'Europe, et en particulier le gouvernement français, se sont opposés à l'interdiction d'une pratique de pêche très controversée dans la Manche, la technique de la seine démersale. Alors, reprenons les bases, qu'est-ce que la seine démersale? Cette technique, utilisée surtout par des bateaux néerlandais au large de la Manche, consiste à étaler sur le fond des mers un filet extrêmement grand sur une surface d'environ 3 km² et à tirer à faible vitesse pour resserrer les deux côtés du filet pour emprisonner les poissons. Cette technique de pêche industrielle a deux gros défauts au niveau environnemental selon des ONG de protection de l'environnement comme Bloom. D'abord, le filet va racler le fond de la mer, ce qui dévaste les fonds marins et les écosystèmes complexes qu'ils abritent. Et deuxième énorme défaut, c'est que c'est une technique de pêche non sélective, c'est-à-dire qu'énormément d'espèces qu'il ne faut pas pêcher se retrouvent dans les filets, ce qui contribue d'autant plus à la dévastation des écosystèmes. Alors pourquoi ça se retrouve au cœur de l'actualité? Eh bien car les politiques et les ONG s'en sont emparés comme une lutte politique. Une résolution portée par 143 députés européens a été déposée, plaidant pour une interdiction de cette technique de pêche. À noter que c'est une idée qui, en France, rassemble les différents bords politiques, puisque même Xavier Bertrand, qui est quand même pas trop connu pour ses déclarations en faveur de l'environnement, a plaidé pour l'interdiction de la seine démersale. En fait, c'est pas étonnant qu'il ait cette opinion, car comme c'est pas des pêcheurs français qui l'utilisent, seulement des pêcheurs danois dans les eaux françaises, et ben c'est pas ouf pour les pêcheurs français, qui voient les réserves de poissons détruites par cette technique industrielle. Donc les pêcheurs français, qui constituent aussi le socle électoral de Xavier Bertrand, sont complètement opposés à la seine démersale. Mais nous divagons, revenons au niveau européen. C'est une eurodéputée française d'Europe Écologie Les Verts, Caroline Rose, qui a déposé un amendement lors d'un trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen pour proposer l'interdiction de fait. Amendement qui a été accepté par le Parlement européen, mais pas par le Conseil européen. Sauf que le Conseil européen, c'est ce qui représente les États de l'UE. Et on sait que sur ce dossier, la voix de la France était déterminante. Donc l'État français a rejeté un amendement qui protégeait à la fois les pêcheurs français et l'environnement, et ça, à plusieurs niveaux, c'est assez incompréhensible. Enfin bref, c'est un sujet qui va sûrement revenir sur l'échiquier politique au niveau national, donc nous en reparlerons. Allez, on passe à notre gros sujet d'actu de la semaine, les fuites de méthane sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer du Nord, qui n'en finissent plus de poser des questions au niveau géopolitique. Commençons comme toujours par un petit peu de contexte. Nord Stream 1 et 2, ce sont ces gazoducs reliant directement la Russie et l'Allemagne, ce qui permettait à l'Allemagne avant la guerre en Ukraine de se fournir en gaz à bas prix auprès de la Russie. Long story short, Nord Stream 2 n'a jamais servi, tandis que le flux de gaz sur Nord Stream 1 a été coupé ce 3 septembre par la Russie, prétextant une panne technique, mais en réalité pour servir d'outil géopolitique dans le cadre de la guerre en Ukraine. Enfin bref, tout ça pour dire que les gazoducs n'étaient pas en service, mais il y avait quand même entre 150 et 300 millions de mètres cubes de gaz dedans,
surtout du méthane. 3 fuites ont été découvertes par la Suède et le Danemark dans leurs eaux le mercredi 27 septembre, avec ces images impressionnantes que vous avez sûrement vues passer, ces bouillonnements en forme ronde à la surface de l'eau. Une 4e fuite a été repérée le 29 septembre. Ce qui inquiète, c'est que ce genre de fuite, c'est pas du tout normal. Genre, vraiment pas du tout. Ça implique une attaque directe sur les infrastructures des gazoducs, ce qui est confirmé par des relevés sismiques qui indiquent que des explosions ont eu lieu au niveau des fuites. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce genre d'attaque, c'est extrêmement compliqué. Donc seule une entité gouvernementale ayant accès à la mer du Nord avec un sous-marin peut être responsable des incidents. Donc en gros, les potentiels agresseurs sont au choix un membre côtier au nord de l'Union européenne, le Royaume-Uni, et bien sûr les 2 vieilles puissances rivales, les États-Unis et la Russie. Alors qu'on soit clair, pour l'heure, aucun élément vient soutenir une version ou une autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est analyser les intérêts de chaque pays dans cette histoire. Juste de façon évidente pour les pays d'Europe du Nord et le Royaume-Uni, il y a très peu d'intérêt puisque cela complique juste la situation énergétique déjà désastreuse pour l'Europe, et donc pour eux. Donc on va les laisser de côté et se concentrer sur les États-Unis et le principal suspect lui-même, la Russie. On va commencer par cette dernière. À première vue, c'est quand même étrange que ce soit la Russie, puisque cela voudrait dire qu'elle a attaqué ses propres infrastructures. Mais en y regardant de plus près, on peut trouver des raisons à la mère patrie. Déjà, ces gazoducs ne serviront sûrement plus jamais à rien tant que la guerre en Ukraine fait rage. L'affrontement entre l'Union européenne et la Russie de Poutine semble trop engagé. Et l'Union européenne a déjà pris des mesures de long terme pour ne plus dépendre dans le futur du gaz russe. Donc pourquoi pas s'en servir une dernière fois comme d'une arme économique ? La destruction des gazoducs pourrait créer une chute de confiance sur les marchés économiques européens, se traduisant par une explosion du prix du gaz. Et par extension du prix de l'énergie en Europe, car rappelez-vous, le prix de l'électricité est calé par les lois européennes sur le prix du gaz. Deuxième raison, Poutine montrerait encore une fois implicitement qu'il est prêt à tout, y compris s'aborder ses intérêts économiques pour gagner la guerre en Ukraine. Traduction de ce geste, prenez mes menaces d'usage de l'arme nucléaire au sérieux. Troisième raison, se servir de la destruction des gazoducs pour semer le doute dans les esprits des pays du monde entier, en accusant les États-Unis de ce geste. Car il est de toute façon très compliqué de faire la lumière sur cette histoire, donc même si on est un pays allié des États-Unis, ça va direct faire planer le doute dans la diplomatie mondiale. D'autant plus que Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine et de perdre des soutiens, comme cette semaine la Turquie. Même si bon, la Turquie était un soutien ambigu. Donc il doit agir, et quoi de mieux pour cela que de mobiliser le sentiment anti-américain. Voilà du côté russe, voyons du côté américain. Tout d'abord, historiquement, les États-Unis ont toujours été très opposés au gazoduc Nord Stream. Pour des raisons géopolitiques, parce que forcément voir l'Europe se tourner vers la Russie, ils aiment pas trop, mais aussi pour des raisons économiques, car ces dernières années, les États-Unis sont devenus un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, aussi appelé GNL. Sauf que le GNL américain, en partie du gaz de schiste très polluant et très dur à extraire, est très cher pour l'Europe comparé au gaz fossile russe. Donc l'Europe s'était pour l'instant tournée vers la Russie. Donc couper l'approvisionnement en gaz russe peut être avantageux géopolitiquement et économiquement pour les États-Unis. Et enfin, dernière raison, pareil que pour son rival, cela permet d'accuser encore une fois la Russie. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent en contradiction avec le scénario États-Unis. Car en soi, au niveau militaire, l'Ukraine progresse et économiquement, l'Europe se coupe actuellement du gaz russe pour se tourner vers le GNL américain. Donc tous les voyants sont au vert pour les US, pas besoin de forcer la main avec une mission hasardeuse de sabotage. Enfin bref, là on vient de voir tous les aspects géopolitiques. Mais on parle de méthane, donc il y a aussi des impacts environnementaux. Alors heureusement au niveau biodiversité, c'est ok, puisque le méthane, contrairement au CO2, ne se dissout presque pas dans l'eau. Tout remonte et c'est là où il y a un petit problème, puisque le méthane est quand même un gaz à effet de serre très puissant. Selon les premières estimations, sur les 150 à 300 millions de mètres cubes de gaz contenus dans les pipelines, quelques centaines de milliers de mètres cubes devraient se retrouver dans l'atmosphère. C'est pas non plus significatif au niveau mondial, puisque rien que les fuites des centrales à gaz émettent chaque année 15 millions de mètres cubes de méthane. Mais bon, vu l'urgence climatique, toute émission supplémentaire est à éviter. Voilà, sujet brûlant que les semaines prochaines devraient éclaircir.
J'en couvrirai les évolutions, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Pour la troisième actu chaude, le projet de loi de finances 2023 de l'État français qui est débattu en ce moment. Et on va voir qu'au niveau des questions environnementales, il y a 2-3 petits trucs à voir. Alors le lien le plus flagrant entre le projet de loi de finances 2023 et l'environnement, c'est l'augmentation de la taille du portefeuille des différents ministères directement liés aux questions environnementales. En cumulant les budgets du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sous la houlette de Christophe Béchu et de celui de la transition énergétique d'Agnès Pannier-Runacher, on arrive à 59,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 15% par rapport au budget alloué l'année dernière. Alors, à quoi va servir cette augmentation? Eh bien, principalement, à une mission qui vient d'être confiée à Christophe Béchu, la relation avec les collectivités territoriales. Un élément absolument déterminant dans la bonne mise en place de la transition écologique et qui a été pour l'instant très mal géré par l'administration Macron. On en a parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est ce manque de dialogue avec les collectivités locales qui fait en grande partie que des initiatives du gouvernement comme MaPrimeRénov' ou encore des financements autour des mobilités douces ne fonctionnent pas. Car il y a un manque de personnel au niveau local et un manque de lien avec l'État, qui fait que beaucoup de collectivités ne savent pas comment mettre en place et profiter des plans du gouvernement. Donc espérons que ce changement de paradigme ministériel va améliorer les choses. Deuxième objectif de cette augmentation du budget, soutenir le bouclier tarifaire sur l'énergie mis en place par le gouvernement pour que les prix de l'énergie n'augmentent pas de plus de 15%. 12 milliards d'euros devraient être directement concernés par le maintien du bouclier tarifaire. Car le bouclier tarifaire devrait coûter 45 milliards d'euros en 2023, mais il est amorti par l'immense manne financière que représentent aujourd'hui les énergies renouvelables pour le gouvernement. 38 milliards d'euros. Car oui, avec l'augmentation globale des prix de l'énergie, les énergies renouvelables qui sont beaucoup moins chères permettent un énorme retour sur investissement pour l'État. Ça aussi, sujet très complexe, je vous mets le lien de cet article de La Croix si le sujet vous intéresse. Mais bon, en gros, les énergies renouvelables, c'est trop bien pour l'État cette année. Et enfin, ce projet de loi de finances est très important. Car pour la première fois, l'État français va cesser d'accorder des garanties à l'exportation pour les projets d'exploitation fossile. Ça veut dire que concrètement, l'État français arrête son soutien direct aux projets d'exploitation d'énergie fossile. C'était un engagement pris par l'État français lors de la COP26 de Glasgow en novembre 2021. Le texte prévoyait à l'époque des exceptions, notamment si les projets d'extraction s'accompagnaient de la mise en œuvre de techniques de captage et de stockage de carbone, c'est-à-dire du greenwashing. Heureusement, le projet de loi de finances 2023 se débarrasse de ces exceptions possibles et les ONG de protection de l'environnement s'en félicitent. Bon là vous vous dites « Wow, tant de bonnes nouvelles !» Et bon, désolé, je vais vous décevoir, mais il y a quand même des petits points noirs dans ce budget au niveau environnement. Notamment car les 45 milliards que coûte le bouclier tarifaire vont subventionner en partie des centrales à gaz et même une centrale à charbon. Et comme je vous ai dit, c'est payé avec les bénéfices des énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'au lieu de réinvestir ces bénéfices dans des mesures de sobriété ou de nouvelles installations d'énergie renouvelable, on injecte cet argent pour financer des centrales fossiles. Voilà, fini l'actu chaude, dirigeons-nous maintenant vers la piscine, la partie plus chill, recommandations d'articles et vidéos YouTube. Nous commençons ces recommandations par cet article du Monde qui revient sur l'incroyable saccage environnemental qui a eu lieu pendant les années Bolsonaro. Je cite un chercheur à l'université de Brasilia mentionné dans l'article, un gouvernement écocidaire, c'est-à-dire ayant pour projet la destruction planifiée de l'environnement. Les termes sont dits, l'élection ce dimanche aura pour enjeu de savoir si la forêt amazonienne a une chance de subsister ou si elle va avoir pour destin de se transformer en savane sous l'effet de la déforestation. Au passage, je traiterai plus amplement des élections brésiliennes la semaine prochaine, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Deuxième recommandation, alors c'est pas un article mais un travail de cartographie de l'IGN, l'Institut géographique national, qui vient de sortir ce chef-d'œuvre l'Atlas de l'Anthropocène, et ce totalement gratuit sur internet. L'Anthropocène, c'est la période géologique où l'homme est la principale force de changement géophysique. Alors bien sûr, l'Atlas revient sur la difficulté à pouvoir définir précisément ce qu'est l'Anthropocène. Est-ce que cela commence dès le néolithique, dès la période industrielle, ou bien aux premiers essais nucléaires? Perso, j'ai vraiment un faible pour les cartes, donc ce genre de truc, ça me parle. Et en plus, voilà, c'est vraiment en accès libre sur internet, juste la dinguerie. Passons maintenant aux recommandations vidéo, et cette semaine, il y en a beaucoup. À commencer par ces deux vidéos de Monsieur Phi et Philoxime qui fonctionnent ensemble,
qui traite de la philosophie autour des questions de spécisme et d'antispécisme. Si vous n'êtes pas familier avec ces questions qui engagent notre rapport au vivant, aux droits des animaux, etc., je vous les conseille au moins pour comprendre de quoi on parle. Un format de vidéo en duo que je n'ai pas vu souvent sur YouTube et qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, 3 vidéos de 40 minutes sur l'économie autour de l'électricité en France par Gilles Mito de la chaîne Eureka. Alors ouais, je sais, 3 fois 40 minutes, c'est long, mais bon, si vous voulez comprendre sérieusement les enjeux autour de l'électricité et avoir un avis construit sur le sujet, je pense que ces vidéos sont indispensables. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actu environnementale, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, tout ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de la présidentielle brésilienne. Salut!